Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à tous, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio pour Poulain sans réserve. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on va bien sûr revenir sur le débat Trump-Biden. Que faut-il en retenir? Dans quel état est Joe Biden? Et de quoi ont discuté les deux candidats à l'élection présidentielle américaine? Notre invité sera Gérald Olivier, un journaliste franco-américain. Et puis on va parler également des législatives. Autre élection, cette fois en France avec Nicolas Cadenne, candidat du Nouveau Front Populaire. Dans le Gard, on va surtout parler de cette fake news qui a été appareil à fake news lancé par Renaissance, avec d'ailleurs une procédure lancée par le Front Populaire contre cette fake news en campagne. Si vous souhaitez réagir, poser des questions à nos invités, 0826 300 300 le standard. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Nicolas Cadenne, candidat Nouveau Front Populaire dans la 6e circonscription du Gard et ancien référent pour l'Observatoire de la laïcité. Bonjour, monsieur Cadenne. Bonjour. Alors, d'abord, cette nouvelle assez étonnante. On a eu hier le débat entre Olivier Faure, Jordan Bardella et Gabriel Attal. Et lors du débat, Gabriel Attal a montré un simulateur de calcul des retraites pendant le débat. Simulateur qui s'avère être une fabrique, en fait, à fake news basée sur de fausses données. On apprend ce matin par un communiqué relayé par Manuel Bompard et d'autres que le Front Populaire va donc lancer une procédure pour diffusion de fausses informations en période électorale contre Renaissance. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces pratiques, en dernière ligne droite de campagne législative express? C'est assez inquiétant et malheureusement c'est pas une première. On a pu constater, y compris sur les circonscriptions dans tel ou tel département, qu'on avait droit à une multitude d'accusations, de calomnies, de mensonges diffusés à notre rencontre. On a l'impression qu'un petit peu tout est permis, tous les coups sont permis. Pourtant non, tous les coups ne sont pas permis. Moi-même, j'ai dû faire un communiqué de presse localement pour rappeler que voilà, tout mensonge qui serait relayé à notre rencontre serait l'occasion d'une plainte en diffamation. Parce que cette campagne, elle a été assez violente pour beaucoup de candidats. Vous-même en avez fait les frais, vous avez été interpellé et pris pour cible. Comment se fait-il que le climat soit à ce point-là électrique ? Effectivement, il y a une libération de la parole, en particulier du côté de l'extrême droite, qui est très nette. Je pense qu'effectivement le climat est électrique parce que la dissolution a été rapide, avec une absence totale de campagne, donc une nécessité de se mettre en œuvre extrêmement vite. On a finalement que 2 semaines de campagne et dans un laps si court. Visiblement, beaucoup de candidats considèrent que là encore tous les coups sont permis pour gagner quelques voix ici ou là. Mais tous les coups ne sont pas permis, en l'occurrence pas de diffusion de fausses informations, des propos racistes tenus également par certains candidats à propos de l'ancienne ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, qui est un de vos soutiens. Cette libération de la parole raciste qui va aussi sur des actes violents, une boulangerie qui a été brûlée avec des tags homophobes et racistes. Est-ce que la situation du pays vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète beaucoup. Visiblement, l'extrême droite, ou tout du moins beaucoup d'entre eux chez eux, considèrent être déjà aux manettes et donc dans la capacité de pouvoir s'en prendre à toutes celles et tous ceux qui ne leur ressemblent pas, qui ne pensent pas comme eux et qu'ils voient comme des minorités nuisibles. Et c'est absolument gravissime et ça rappelle que l'élection de dimanche est un moment extrêmement important, ça rappelle le moment de la gravité du moment et raison de plus pour rappeler tout le monde à un vote responsable pour éviter le pire et notamment donc une extrême droite qui se veut très lisse dans les médias via son leader Bardella ou d'autres, mais qui en réalité derrière est en réalité portée par des gens d'une grande violence. Et quelle est la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette montée irrésistible de l'extrême droite en réalité, puisque vous avez été, comme je le disais, à la tête de l'Observatoire de la laïcité, qui avait été critiqué
à l'époque par la majorité présidentielle. Puis on a vu ensuite la façon dont Emmanuel Macron a géré sa relation particulière avec le Rassemblement national, comme le présentant systématiquement comme le parti d'opposition unique face à lui. Est-ce que c'est pas aujourd'hui une situation totalement créée par Emmanuel Macron ? Clairement, je pense qu'il a une énorme part de responsabilité dans la normalisation des thèses de l'extrême droite. On a effectivement un pouvoir qui a cherché à imposer un duel RN-Macronie, avec toujours l'espoir que la gauche et les progressistes votent pour la Macronie en vote barrage. Alors même qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'eux ne voudraient pas forcément faire la même chose dans l'autre sens. Et effectivement, ils ont très largement, et parfois même ça s'est traduit par des lois très contestables, porté des thématiques jusqu'à par l'extrême droite en les légitimant, en les normalisant, considérant que finalement, y compris, vous l'avez dit, sur la laïcité, parfois en portant des discours discriminants, en portant des discours très problématiques en ce qu'elle visait et stigmatisait telle ou telle minorité, parce que ça s'est vu aussi sur d'autres champs, sur d'autres thématiques, avec effectivement aussi parfois le soutien de quelques médias. Je pense qu'aussi il y a une responsabilité de certains collègues. Et aujourd'hui, on se retrouve avec finalement une extrême droite qui va être vue comme une droite classique et une gauche qui va être vue comme une extrême gauche, qui est une aberration. Même le Conseil d'État rappelle que les composantes du Front populaire ne sont que de gauche et évidemment pas d'extrême gauche. On voit évidemment clairement le nini du camp présidentiel se profiler au second tour en disant on ne fera le choix ni entre le Front populaire parce qu'il y a la France insoumise et le NPA, ni le Rassemblement national, et ce qui donne finalement un avantage au Rassemblement national compte tenu du rapprochement des LR avec le RN et de la normalisation qui a été poussée depuis des années par Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes confiant, vous, sur le résultat du Front populaire de dimanche, ou est-ce que vous pensez que cette victoire attendue dans les sondages du Rassemblement national est inéluctable ? Elle n'est pas inéluctable, mais elle suppose en effet une mobilisation absolument massive de l'ensemble des électrices et électeurs pour s'opposer à ce drame-là, parce que je pense que ce serait un drame de voir arriver l'extrême droite. Je le rappelle, c'est pas anodin. Ça n'est jamais arrivé depuis la guerre. L'extrême droite a beau être très lisse sur ses vidéos TikTok ou sur les médias, ce sont derrière des gens d'une grande violence qui veulent imposer un programme de casse démocratique déjà, en remettant en cause un certain nombre de droits pour des minorités, mais en réalité toute minorité, et tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre dans une minorité, mais aussi une casse de nos libertés, une casse du pluralisme médiatique et de la liberté d'expression et des médias, mais aussi une casse de tout un tas de droits fondamentaux, mais aussi, et ça c'est important de le rappeler, une casse sociale, à l'inverse de ce qu'avance le Rassemblement national. C'est une grande escroquerie de sa part. Ce n'est pas du tout une formation qui veut défendre les classes moyennes, qui veut défendre les classes populaires ou qui veut défendre ceux qui se sentent déclassés. Pas du tout. C'est un parti, en réalité, quand vous lisez son programme, qui est très favorable aux plus puissants, aux super riches, et en aucun cas aux 90, 95, 99% même de la population. Et ça, donc il faut y être attentif, et il faut rappeler aux Françaises et aux Français que c'est une escroquerie, qui ne les aideront pas. Alors qu'en face, là, pour le coup, il y a une alternative crédible, financée. On a beau dire que oui, on dépense beaucoup au nouveau Front populaire, mais c'est quand même le programme qui a le chiffrage le plus précis, qui est soutenu par des économistes de renom, y compris par une prix Nobel qui a été conseillère d'Obama, donc a priori c'est pas une extrémiste, et qui va proposer sur le coup des actions très concrètes pour augmenter le pouvoir d'achat des Françaises et Français, indexer les salaires sur l'inflation, revaloriser les petites retraites, etc., etc. Et en plus également, réellement lutter contre le dérèglement climatique et réinstaurer une démocratie plus directe qui prend en considération les uns et les autres. Parce que là, on l'a vu, on est à la fin d'un cycle où il y a eu une immense brutalité du pouvoir, une immense verticalité du pouvoir, une condescendance de la part du camp présidentiel. Et là, on souhaite une réforme institutionnelle qui prend davantage en compte les uns et les autres et qui nous engage si on est élu. C'est-à-dire que c'est un contrat de législature qui est proposé là, c'est pas juste un programme. Et donc, effectivement, on pourra être rappelé à l'ordre, sanctionné, si nos engagements ne sont pas tenus. Et sur la proposition, par exemple, comme le disait Gabriel Attal hier soir lors du débat, d'un référendum annuel sur un sujet pour les Français, vous pensez que c'est une bonne idée? Enfin, c'est un peu tard de la part de quelqu'un qui est au pouvoir depuis 7 ans, mais est-ce que c'est une idée qui pourrait être prise par le Front populaire, cette idée de la voie référendaire?
La voie référendaire, elle est déjà en effet inscrite dans notre contrat de législature, avec une simplification de la possibilité donc de mettre à référendum un sujet souhaité par la population. On n'a pas attendu en effet 2 jours avant l'élection. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes et effectivement on constate que le camp présidentiel sort tout un tas de mesures gadgets au dernier moment, alors que ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes. C'est un peu tard, effectivement. On sent l'énergie du désespoir parfois dans les promesses qui sont sorties par Gabriel Attal. Autre question et d'importance, celle-là, on apprend par l'INSEE que la dette française a encore augmenté à 110,7% du PIB à la fin du premier trimestre. C'est 58 milliards d'euros de plus de dette, un total maintenant de 3160 milliards. Comment faire pour gérer une situation aussi catastrophique? Voilà, vous l'avez très bien résumé, la dette est colossale, à l'inverse donc de ce qu'on entend, le camp présidentiel, c'est pas du tout des génies de la finance et c'est pas du tout des gens qui savent gérer si bien que cela l'économie. On constate finalement que dans ce pays, quand l'économie a été le mieux gérée, c'était plutôt sous l'union de la gauche, jusqu'à Lionel Jospin la dernière fois. Bon, là, c'est vraiment la catastrophe. Ce que propose le nouveau Front populaire, c'est une redistribution des richesses et d'aller chercher l'argent là où il est, même si ça ne plaît pas en effet au camp sortant ni au RN d'ailleurs, c'est-à-dire tout simplement que les super riches, on parle même pas des riches, là on parle des très 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 hauts revenus et les très grands groupes prennent leur part à l'effort national et que ce ne soit pas simplement les classes moyennes, les TPE, les PME qui aient à supporter cette charge qui aujourd'hui en réalité leur revient beaucoup trop. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de mur de l'argent, de fuite des capitaux ou même de procédure du FMI, de l'Union européenne, qui a déjà mis en garde d'ailleurs sur les dérapages budgétaires? Non, je ne pense pas, parce que bon, déjà, les taxes type exit tax pour justement contrer l'évasion fiscale existent déjà dans d'autres pays, y compris aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place qui n'existe pas en France. Je crois pas que ce soit un problème. L'Union européenne ne s'opposera pas à ce qu'on taxe davantage les très hauts revenus, puisque sur le coup, on dit toujours la France est le pays qui impose le plus. Sauf que c'est faux concernant justement ces très hauts revenus. On n'est pas du tout le pays qui impose le plus. On est à ce niveau-là. On est un pays d'ailleurs, on s'en enorgueillit souvent, qui aurait plein de milliardaires. Ben oui, mais bon, on pourrait avoir des milliardaires un peu moins milliardaires peut-être, pour qu'ils payent un peu plus sur l'effort national. C'est tout à fait faisable et ce n'est pas contradictoire avec les traités qui nous engagent. Et enfin, je voulais revenir sur votre expérience en tant que responsable de l'Observatoire national de la laïcité, devant l'explosion des actes antisémites et aussi du racisme. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aussi en France, alors que pourtant les lois sur la laïcité sont assez bien écrites et assez simples? Est-ce qu'il y a eu un abandon aussi de la part des pouvoirs publics de cette question? Moi, je crois clairement que l'abandon, il est dans le fait que les pouvoirs publics, depuis 30, 40 ans, et encore plus de manière accentuée ces dernières années, ont laissé des communautés vivre les unes à côté des autres. Il y a un énorme enjeu de mixité sociale dans ce pays. Si vous mettez des quartiers entiers avec une population parfaitement homogène, vous aurez forcément des replis communautaires et des peurs qui monteront envers les autres, dans tous les sens. Donc il y a nécessité à mélanger les quartiers. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne s'aiment pas vont vivre ensemble, ça veut juste dire qu'il faut un peu de tout, à petite dose, dans tous les quartiers pour créer du débat, de l'interaction sociale, du commun, pour que finalement les peurs, les a priori cessent et chutent. On a déjà lancé des expérimentations à l'école où on a un peu plus mélangé les publics. Je le répète, c'est une vraie mixité sociale. C'est pas 80% de public précaire, par exemple, et 20% de public aisé. Évidemment pas. C'est une vraie mixité sociale à petite dose. Ça fonctionne. Là, partout où on l'a fait, ça a fonctionné. Et par exemple, donc, dans les collèges où ça a été fait, dans une trentaine de collèges en France où ça a été fait, il y a eu une chute totale des atteintes à la laïcité. Et pourtant, le camp présidentiel sortant, avec à l'époque le ministre Blanquer, a complètement arrêté cette expérimentation, préférant maintenir des ghettos pauvres d'un côté et très aisés de l'autre. C'est pas comme ça qu'on peut vivre ensemble à terme. Il faut évidemment accepter la différence, vivre ensemble sans que cela crée de difficultés quelconques ou d'insécurité évidemment. Mais est-ce que c'est pas un peu tard, quand on voit le nombre de concitoyens de confession juive qui préfèrent quitter la France, est-ce que là il n'y a pas un vrai problème? Si, ça montre notre échec de ces dernières années. Comme vous le savez, il y a 40 ans en arrière, justement, vous aviez encore des quartiers très mélangés avec des
personnes, des Français de confession juive, musulmane, catholique, protestante, etc. dans les mêmes quartiers, ça se passait bien. Là, force est de constater que cette ghettoisation, cette communautarisation s'est faite ces dernières années, et donc il y a nécessité de rappeler et de rattraper ce retard par des engagements dans les nouvelles constructions de logements en termes de mixité sociale, et aussi au niveau des établissements scolaires. Mais vous avez raison, on a un retard colossal. C'est donc un travail titanesque. Mais si on ne le fait pas, eh bien ce sera encore un peu pire demain. Merci beaucoup Nicolas Cadenne, candidat aux législatives pour le nouveau Front Populaire, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors que certains et certaines d'ailleurs se demandent s'ils vont retrouver leur siège de député à l'issue de la campagne législative, eh bien il y en a une qui est à peu près assurée de retrouver son siège de présidente de la Commission européenne. C'est Ursula von der Leyen. Eh oui, Ursula, la revoilà. Le sommet européen qui a lieu hier et aujourd'hui, eh bien nos chers leaders se sont mis d'accord pour reconduire Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, mais de proposer aussi Kaja Kallas, qui est l'actuelle première ministre de l'Estonie, pour faire la tête de la diplomatie européenne. Et puis l'ex-premier ministre portugais António Costa deviendrait le nouveau président du Conseil européen en remplacement de Charles Michel. Alors c'est vrai, ça peut poser question, hein, ces magouilles européennes entre les partis qui sont majoritaires au Parlement européen, notamment le PPE, le Parti populaire européen, qui est le parti de Madame von der Leyen, de voir qu'il y a vraiment très peu de démocratie dans tout ça, parce que la seule petite question, c'est est-ce que le Parlement va voter et valider ce choix des leaders européens d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Alors, habituellement, ça passe, mais cette fois-ci, avec un PPE un peu effrité au Parlement européen, eh bien, ça pourrait être difficile ou un peu plus compliqué pour Ursula von der Leyen de retrouver sa place, sans compter que, eh bien, elle a été poursuivie pénalement, Ursula von der Leyen, elle a violé les traités, le code de conduite, mais aussi le code de l'éthique. On se rappelle, hein, bien sûr, ces SMS échangés avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, pour l'achat par millions de vaccins pour les Européens. Tout ça, bien sûr, ça se passe en ce moment. Et puis, un autre qui est reconduit, c'est Thierry Breton. Et oui, Emmanuel Macron a choisi de reconduire le commissaire européen français, qui est au poste du commissaire au marché intérieur, qui inclut le numérique, l'industrie, l'ennemi des GAFAM, hein, quasiment, Thierry Breton. Et Marine Le Pen a d'ailleurs contesté ce choix avec un bras de fer. Hein. Vous avez vu, sur les prérogatives du Premier ministre en cas de victoire du RN et du Président de la République. En tout cas, voilà où en est la démocratie européenne. C'est à peu près toujours pareil. On en choisit certains et puis nous n'avons rien à dire. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler du débat entre Donald Trump et Joe Biden, c'est Gérald Olivier. Vous êtes un journaliste franco-américain, auteur de Cover Up aux éditions Confident. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas resté éveillé toute la nuit. Vous avez regardé ce matin très tôt le replay du vous l'ai débat. avoué hors antenne. Vous l'avez avoué. En direct, c'était à 3h du matin, de 3h à 4h30. Donc non, j'ai dormi, mais je me suis levé tôt et je l'ai vu ce matin. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Et est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon débat? Qu'est-ce que vous en avez retenu comme élément essentiel? Alors, l'élément essentiel, c'est que ça a été une catastrophe pour Joe Biden. Ouais. Donald Trump a été bon sans être excellent. Mais la question qu'il fallait se poser avant, c'est pourquoi un débat maintenant? Oui. C'est-à-dire que nous sommes à 130 jours du scrutin, on est le 27 juin. Il y a des débats présidentiels, il y en a eu avant, à la télévision, etc. En général, c'est au mois d'octobre, quelques semaines avant l'élection. Ouais. Là, on est avant l'été. Les conventions nationales n'ont même pas encore eu lieu. Or, ce sont celles qui officialisent les investitures des candidats. Et moi, j'ai une explication, je suis pas le seul à l'avoir. Mais il y a toujours des doutes côté démocrate sur la candidature de Joe Biden. C'est-à-dire qu'il y a le problème de son âge, il y a le problème de ses capacités intellectuelles et cognitives, comme on dit. Et je pense que si ils ont accepté
récemment, parce que le débat a été monté très vite. Oui. Au début du printemps, Biden disait qu'il ne voulait pas débattre avec Trump, qu'il méprise profondément. Et puis, il a vu sa cote chuter dans les sondages. Il y a eu la condamnation au pénal de Trump à New York. Et à ce moment-là, les démocrates ont changé un petit peu leur fusil d'épaule en disant qu'ils étaient prêts à débattre et à le faire très vite. Or, il faut savoir qu'il y a au sein du camp démocrate des gens qui ne sont pas favorables à la candidature de Joe Biden. Mais est-ce qu'ils peuvent changer de candidat en cours de À mon avis, campagne ? c'était l'objectif. L'objectif, c'était si Biden avait une performance au-dessous de la moyenne, qu'il montrait qu'il n'était pas capable d'être candidat et surtout d'être président pendant 4 ans, on chercherait à le remplacer au dernier moment. Mais ça, et je pense que c'est ce qui va se passer maintenant. Oui, là parce que ce qu'on a vu hier, c'est un Joe Biden qui cherche ses mots, très faible, très affaibli, Trump qui l'a humilié à plusieurs reprises. Absolument, à tous les points de vue. Et qui ressort de grand gagnant de ce débat, dans les sondages de sortie de débat. Mais la question, c'est pourquoi les démocrates n'ont pas pris les devants et on dit on va pas reconduire Joe Biden. On sait, ça fait des mois maintenant qu'on sait qu'il a des problèmes liés à l'âge et cognitifs. Pourquoi les démocrates ont attendu ce moment-là ? C'est la question de fond. Il y a 2 raisons. La première, c'est que Joe Biden a battu Trump en 2020. Et il a été acquis très tôt que côté républicain, le candidat serait Trump. Donc il l'a battu une fois, il peut sans doute le battre une deuxième fois. C'était, du moins je pense, leur axe de pensée. Ouais. Le deuxième, c'est que c'est le candidat légitime parce qu'il est président en place et qu'un président en place, constitutionnellement, peut briguer un second mandat. Et, mais 4 ans, ça paraît impossible quand on voit l'état de Joe Biden. Aujourd'hui, oui. Mais c'est pour ça, il y a un déclin très très net du président américain. Les démocrates ont été longtemps, comme on dit en anglais, en état de déni, in denial, mais aujourd'hui, ça s'est vu cette nuit, ça s'est vu dans le débat, ça s'est vu aux cérémonies du débarquement il y a quelques semaines en France. Ça se voit à chaque fois que Joe Biden fait une apparition télévisée. Il a du mal à savoir où il est, il n'a pas de point de repère, il a du mal à s'exprimer, il marche avec difficulté, on va dire. Pour moi, il a perdu le débat hier, avant même que le débat débute, à sa façon de se diriger vers le podium. Il est rentré, il avait une démarche très fragile. Il a levé la main pour saluer une foule qui était absente puisque le débat n'était pas en public. Il a pointé vers son podium pour être sûr que c'était bien le sien. Et on voyait un vieil homme en difficulté. Trump a pris la parole le premier. Biden a répondu et il a été incapable dès ses premières phrases d'être clair. Il a bafouillé, on n'a pas compris ce qu'il a voulu dire, il a perdu le fil de sa pensée, il n'a pas répondu à la question. Son début de débat a été catastrophique et il s'est à peine rattrapé derrière. Donc les démocrates ont cru pendant un certain temps qu'il allait tenir le coup. Moi, j'ai écrit un article il y a quelques semaines sur mon blog, quelques mois sur mon blog. Est-ce que Joe Biden peut tenir ? Eh bien, la réponse, c'est que non. Et ça se voit de plus en plus. Et qui pour le remplacer alors côté démocrate ? C'est toute la question et c'est aussi la raison pour laquelle les démocrates n'ont pas voulu se débarrasser de lui, c'est que aux États-Unis vous avez 2 personnes sur le ticket et sa vice-présidente actuelle et Kamala Harris. Et Kamala Harris, elle est invisible sur la scène internationale. Elle est invisible et elle est très impopulaire quand elle est visible, donc autant la cacher. Mais c'est surtout une femme et c'est surtout une personne de la communauté noire. Oui, mais ça ne fait pas tout. Non, mais ce sont 2 groupes d'électeurs sur lesquels les démocrates comptent. Et si vous retirez Joe Biden du ticket, techniquement, c'est Kamala Harris qui monte. Et comme dans les sondages, elle est encore moins populaire que lui, c'est pas le ticket gagnant. Donc la réalité, ce qu'il faut aux démocrates, ce qu'ils parviennent à faire, c'est que les 2 personnes du ticket soient remplacées. Donc on peut imaginer, je dis pas que ce soit le scénario, ça a été mentionné par quelques journalistes aux États-Unis, mais vous avez une sorte de scénario catastrophe, de mobilisation générale, où juste avant la convention, on demande. Et on va voir des démocrates qui vont aller auprès de Joe Biden et de Jill Biden, parce que son épouse compte, pour les persuader de lui demander de se retirer. Et est-ce que c'est le retour d'Obama ? Est-ce qu'il peut revenir ? Non, pas lui, mais sa femme. Michelle Obama, c'est le ticket c'est une femme démocrate. Et elle est noire. C'est une femme et elle est noire. C'est la seule qui pourrait justifier que l'on retire Kamala Harris.
Alors, Michelle Obama dit qu'elle ne veut pas de la présidence, elle veut surtout pas. Voilà. Politique, maintenant, l'appétit vient en mangeant, on ne sait jamais. Et puis, si la nation vous appelle, vous ne pouvez pas ne pas répondre. Qui dirige les États-Unis aujourd'hui, quand on voit l'état de Joe Biden? Ce sont les vétérans de l'équipe Obama. Et certains disent que c'est toujours Barack Obama lui-même. Mais la plupart des très hauts fonctionnaires de l'administration sont des gens qui travaillaient déjà sous les deux mandats de Barack Obama et qui aujourd'hui prennent les décisions et guident Joe Biden. Ça, c'est une évidence. Après, vous avez la solution extérieure où on va chercher quelqu'un comme Gavin Newsom. Gavin Newsom est le gouverneur de la Californie. C'est peut-être le démocrate le plus en vue aujourd'hui. C'est un libéral très bon teint. La Californie est un État très riche. Il a derrière les moyens de mobiliser de l'argent et je dirais de monter une campagne de manière assez rapide. Il faudrait qu'il se trouve un vice-président ou une vice-présidente. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que la convention n'a pas eu lieu, il n'est pas trop tard pour changer de candidat. Et parfois, lorsque les circonstances l'imposent, il est jamais trop tard. Souvenez-vous de 1968, le candidat c'était Robert Kennedy. Il est assassiné fin juin à Los Angeles. Donc, il faut trouver quelqu'un d'autre. Là, on n'a pas le choix. Et les démocrates l'ont trouvé. À l'époque, c'était un monsieur qui s'appelait Humbert Humphrey, qui a d'ailleurs été battu à cette élection par Richard Nixon. Mais voilà, lorsque la nécessité l'impose, on peut changer de candidat au dernier moment. Les démocrates n'ont pas choisi de remplacer Joe Biden lorsqu'ils auraient pu le faire, avec les explications que je vous ai données, qui ne sont peut-être pas les seules. Là, je pense qu'il se retrouve dos au mur et que l'objectif de ce débat, c'était de forcer Joe Biden à comprendre qu'il n'a pas la capacité à se présenter. Il faut qu'il accepte de se retirer et à partir de là, on se retourne et puis on trouve une paire de candidats à présenter. Quelqu'un comme Anthony Blinken, qui est très présent, lui, sur la scène internationale, en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient, enfin, qui est très visible. Est-ce qu'il a une chance aussi ? Pour moi, non, parce que c'est pas le profil qu'il faut. Il est présent sur la scène internationale. On le voit peut-être plus à l'étranger que les Américains ne le voient eux-mêmes. C'est le secrétaire d'État, donc il cherche à résoudre les problèmes au Moyen-Orient, il cherche à résoudre les problèmes en Ukraine, avec un succès au passage très très mitigé. Donc, et puis c'est une personnalité qui a toujours été d'appoint. Il a jamais été élu à quoi que ce soit. C'est un haut fonctionnaire, c'est un homme d'équipe, c'est un homme d'état-major. C'est pas forcément un leader de campagne. Donc les démocrates seraient à se chercher d'autres personnes inévitablement. Si la porte s'ouvre, vous verrez les candidatures apparaître, inévitablement. Et actuellement, la porte, elle est très fermée parce que les démocrates ont toujours, au contraire, voulu protéger Joe Biden. Joe Biden n'a pas eu véritablement à faire campagne pour la nomination démocrate. Non. Il y a un seul représentant, un monsieur qui s'appelle Dean Phillips du Minnesota, qui a osé dire dès l'automne dernier que Biden n'avait pas la capacité à être président pendant 4 nouvelles années et qu'il fallait donc quelqu'un d'autre. Il s'est présenté et il a eu beaucoup de mal à être entendu. Mais c'est étonnant quand même qu'un parti comme les démocrates n'ait pas eu préparer ce départ de Joe Biden en disant voilà, on voit, enfin tout le monde voit bien qu'il ne peut pas tenir 4 ans de plus à la tête des États-Unis. Et l'autre explication, c'est Donald Trump. Donald Trump a cette capacité à affoler le camp adverse. Il fait peur à tout le monde. Il fait peur sur certaines de ses points de vue, d'ailleurs à tort, parce que pour moi, le Parti républicain est beaucoup plus fidèle à ce qu'il a toujours été que le Parti démocrate. C'est le Parti démocrate qui a totalement dérivé vers la gauche. Ce n'est absolument pas le Parti républicain qui a dérivé vers la droite, et ça, on pourrait le prouver point par point à travers les différents thèmes de la campagne d'ailleurs. Mais Trump fait peur parce que beaucoup de hauts fonctionnaires pensent qu'il va s'attaquer à l'État profond, qu'il va les virer, qu'il va changer certaines choses pour se débarrasser d'un certain nombre d'élus. Et donc là, la priorité dans le camp démocrate, ça a toujours été de faire barrage à Trump. Encore une fois, Joe Biden avait eu le mérite, la chance, l'opportunité, les moyens de gagner en 2020. Et à partir du moment où il a dit je continue, on a laissé faire. Tout le monde n'a pas été d'accord. Vous avez notamment un conseiller de Barack Obama qui s'appelle Axelrod, qui lui, dès le départ, a dit non, il va pas tenir, il faut quelqu'un d'autre. C'est pas ce que le reste du parti a décidé et on a donc suivi. On va parler dans un instant, évidemment, de Donald Trump également. Pour revenir sur ce débat présidentiel avec notre invité Gérald Olivier, si vous souhaitez nous rejoindre, poser une question, 0800 26 300 300, le standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.
Et nous revenons avec notre invité Gérald Olivier, journaliste franco-américain, auteur de Cover Up aux éditions Confident, sur ce débat présidentiel Joe Biden-Donald Trump qui a eu lieu dans la nuit. Un débat où on a d'abord parlé à l'instant du déclin cognitif de Joe Biden, assez visible. Autre candidat, c'est Donald Trump. Alors lui, il reste fidèle à lui-même. On l'a vu vanter ses qualités au golf, par exemple, durant ce débat, en disant « Moi, je suis super bien placé, je sais encore jouer au golf. » Lui, il en est incapable. Et puis, il y a eu ce moment lunaire où, quand même, Joe Biden l'accuse d'avoir eu un rapport sexuel avec une porn star. Enfin, parce qu'on en est là, quoi. C'était ce niveau-là. On parlait à la fois de l'Ukraine, à la fois du problème migratoire aux États-Unis. Et puis après, on envoyait des tacles sur les procès en cours, que ce soit sur Hunter Biden ou Donald Trump. Alors, heureusement, c'est venu dans la deuxième moitié du débat et le golf tout à la fin. mais c'est vrai que les déboires judiciaires de Donald Trump ont été utilisés par Joe Biden. D'ailleurs, il y a une publicité qui est sortie sur les réseaux sociaux juste avant le débat où, alors elle n'est pas de Joe Biden lui-même, mais elle est de sympathisants démocrates, où on accuse donc Trump d'être un criminel condamné et qu'à partir de là, il a plus de justification à se présenter. Mais inévitablement, c'était une ligne d'attaque qui allait venir. Trump lui-même a clairement indiqué que pour lui, les poursuites judiciaires dont il avait fait l'objet étaient sans fondement et n'auraient pas eu lieu s'il n'était pas candidat à la présidence et étaient manipulés au départ par la Maison-Blanche. Et il a clairement souligné que un très haut fonctionnaire du ministère de la Justice avait quitté son poste au ministère de la Justice pour rejoindre l'équipe du procureur de Manhattan juste avant, comme par hasard, que Donald Trump ne soit mis en accusation. Ces procès n'entachent en rien l'image de Donald Trump auprès de ses sympathisants, au contraire même. Au contraire, voilà. Les républicains ont encaissé énormément d'argent dans les jours et les semaines qui ont suivi sa condamnation. Ça veut dire que le public américain ne suit pas, ou le public américain a compris. Même les gens qui ne sont pas des sympathisants de Donald Trump ont remarqué qu'il y avait une activité de la justice qui allait à l'encontre de Trump précisément et des républicains en général. Là, certains aujourd'hui pensent, et c'est très très grave, que la justice américaine a perdu son indépendance. Que le pouvoir politique utilise l'appareil judiciaire pour nuire à ses adversaires politiques. C'est extrêmement détrimental quand on prétend être la première démocratie au monde. En même temps, le procès du fils de Joe Biden, Hunter Biden, donc c'est ce qui permet de dire que la justice est indépendante d'une certaine façon. D'une certaine façon, et c'est peut-être une certaine justification. Maintenant, les poursuites judiciaires d'Hunter Biden, elles ont eu lieu parce que finalement, l'année dernière, quelqu'un a mis le doigt sur un certain nombre d'arrangements qui auraient pu tout effacer. Et on a pu mettre le doigt sur cet arrangement parce que des commissions du Congrès ont mis la lumière sur ce qui était en train de se passer parce que les républicains avaient gagné les élections en novembre. En vérité, les déboires d'Hunter Biden qui sont réels, et qui sont contenus, dont les éléments de preuve sont contenus dans le fameux ordinateur. Oui, qui était soi-disant de la désinformation russe il y a de ça 4 ans, alors que c'était tout à fait vrai. Voilà, c'était tout à fait vrai. Et Joe Biden lui-même, lors d'un débat, je rappelle que dans cet ordinateur, on voit le fils du président consommer de la drogue, avoir un pistolet, avoir des relations avec des prostituées. Et puis il y a toute l'affaire aussi Burisma, où le fils de Joe Biden avait été payé $70 000 par mois par une firme ukrainienne d'énergie, Burisma, pour simplement être au board, parce qu'il était le fils du vice-président à l'époque. Exactement. Ça, c'est le sujet de mon livre. Le sujet de mon livre, c'est la corruption du clan Biden. Et le clan Biden, c'est Joe le père, James le frère, Hunter le fils, et puis certaines des épouses et autres qui ont profité financièrement de la position d'influence de Joe Biden quand il était vice-président. Et qui ont monnayé l'accès au président. Ce qui n'est pas toujours de la corruption ouverte, mais ce qui est répréhensible et qui est, je dirais, couvert par ce qu'on appelle le trafic d'influence. Autour de ça, il y a le comportement personnel de Hunter Biden. Et c'est pour ce comportement personnel qu'il a été condamné récemment, pour avoir acheté une arme illégalement. Et c'est, je dirais, une accusation qu'il était presque parvenu à effacer. C'est-à-dire qu'il y avait un juge qui était prêt à passer l'éponge dessus. On faisait un deal, comme on dit, et puis on n'en parlait plus. Quelqu'un a trouvé que le deal était quand même trop favorable à Hunter Biden, a refusé de l'avaliser, et à partir de là, l'affaire a un petit peu explosé au
grand jour, et on s'est rendu compte que le fils du président bénéficiait d'une clémence et d'un laxisme de la justice qui tendait justement à conforter l'idée qu'elle n'était plus à une seule vitesse, mais à deux, et même à trois, quand on est Hunter Biden, le fils du vice-président. Donc il a des déboires, et ils vont se poursuivre, parce que là, il était condamné pour port d'armes et achat d'armes illégales, mais il va être en justice au mois de septembre pour ses affaires fiscales. Et ce sont celles-là qui risquent d'impliquer le père. Parce que ces affaires fiscales, c'est la conséquence de ses affaires avec l'Ukraine, avec la Chine, de l'argent qu'il a touché et de l'argent qu'il a partiellement redistribué et reversé à Joe Biden. Et tout le monde sait que Joe Biden est touché dans ces affaires. Donc là, ça ne concerne plus simplement le fils, pour les ça concerne aussi le père. Joe Biden. Ce serait une autre raison de le faire. Autre question, qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui l'électorat américain? Parce que ce débat a parlé beaucoup d'immigration et de pouvoir d'achat aussi. Ça a été le premier sujet. Le premier sujet, ça a été l'inflation. Le deuxième sujet, ça a été l'immigration. Le troisième sujet, ça a été l'avortement. Donc les trois questions de la campagne, c'est d'abord le coût de la vie. Et c'est vrai que la politique mise en place par l'administration démocrate, notamment en matière énergétique, notamment en matière de couverture de la fin de la pandémie. La pandémie était pratiquement terminée en janvier 2021 quand Joe Biden est arrivé, mais l'État fédéral a néanmoins distribué plus de 1500 milliards de dollars d'aides supplémentaires qui ont d'ailleurs alimenté la masse monétaire et favorisé l'inflation, alors qu'en même temps... Ça rappelle une situation qu'on connaît ici en France. Voilà, les États-Unis sont pas seuls au monde, exactement. Et en même temps, Joe Biden a décidé de commencer à marche forcée la transition énergétique. Donc il a supprimé ou considérablement bloqué la production de pétrole, la recherche de nouveaux gisements, l'exploitation de nouveaux gisements, ce qui a d'ailleurs créé une pénurie temporaire d'essence à la pompe, avec une explosion du prix de l'essence. Donc on a eu conjointement ces deux éléments qui ont favorisé l'inflation. Une inflation, le prix de l'essence, ça a une incidence sur le coût du transport, qui a une incidence sur le coût des denrées lorsqu'elles arrivent au supermarché. Et on a vu des denrées de base, le lait, les œufs, la viande monter, alors que les revenus ne suivaient pas. Et puis surtout aux États-Unis, il faut bien comprendre que les Américains veulent être propriétaires de leur logement. C'est l'achat, je dirais, de toute une vie. Le crédit, il se fait sur 30 ans. Le crédit, il se fait en général à taux variable. Lorsque l'inflation repart, les taux de crédit explosent. Et là, eh bien, vos paiements mensuels, vous les voyez augmenter de 30, 40, 50, 100% parfois. Et ça a un impact énorme sur les budgets. Donc l'inflation aux États-Unis, elle a un impact immédiat et un impact très dur sur les budgets, notamment les budgets des ménages, je dirais, à revenus modestes. Et le premier sujet de préoccupation des ménages américains aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Le deuxième, c'est l'immigration, parce que Joe Biden a également ouvert les frontières. Avec le Mexique notamment. Avec le Mexique, la frontière sud, qui communique d'ailleurs avec le Mexique et l'Amérique centrale. Mais aujourd'hui, on constate que vous avez une immigration de gens qui viennent de partout dans le monde, d'Afrique, d'Asie, de Philippines, qui arrivent en Amérique centrale, souvent au Mexique, et qui après rejoignent des caravanes pour aller passer la frontière sud des États-Unis sur la fameuse rivière Rio Grande. Et le premier jour de son entrée en fonction, le premier jour, Joe Biden a signé une série de décrets qui ont totalement défait la politique mise en place par Donald Trump pour bloquer l'immigration à la frontière. Il avait fait un mur. Alors, il avait commencé le mur. Il avait promis un mur, mais il avait promis. Il n'avait pas beaucoup construit d'ailleurs. C'est un petit peu, voilà. Mais il avait surtout mis en place une politique qui n'incitait pas à venir franchir cette frontière. Si vous vouliez demander l'asile politique aux États-Unis, vous étiez obligé de le faire depuis un pays extérieur. Du coup, vous ne passiez pas. Joe Biden a éliminé cette politique. Du coup, les gens rentrent aux États-Unis, demandent l'asile politique et on peut plus les renvoyer chez eux. Ça a été un appel d'air énorme et on a vu arriver par millions. C'est 2 à 3 millions de clandestins tous les ans. Et il y a un certain nombre de pays d'Amérique centrale, le Venezuela, l'Équateur et d'autres, pour ne pas les nommer, qui en ont profité pour vider leurs prisons. Vous avez derrière cette immigration une politique de certains pays qui disent attendez, les Américains acceptent tout et n'importe qui, eh ben nous on va leur envoyer ce dont on ne veut pas et qu'on a du mal à gérer. Ça avait déjà été le cas dans les années 80 avec Cuba. Il y avait eu le fameux, le Mariel Boat Lift, ça s'était appelé, c'était Reagan qui était président à l'époque, où Fidel Castro avait vidé ses prisons pour envoyer les Cubains dont il ne voulait pas en Floride. Et là on a une répétition de ce modèle, mais c'est plus sur la seule Floride,
c'est à l'échelle de l'ensemble du pays, avec la frontière sud. Donc c'est le deuxième sujet, parce que ça apporte une criminalité, il y a un coût social, et puis évidemment, il y a une pression à la baisse sur les salaires. Parce que les clandestins, ils acceptent tous les emplois à n'importe quel prix. Et donc, les Américains de revenus et de petits métiers et de petits revenus sont les premiers pénalisés par cette immigration clandestine. Donc, ces deux questions sont évidemment très favorables à la candidature de Donald Trump, parce qu'il a une vraie politique pour les gérer. Le troisième sujet que les démocrates vont mettre en avant, c'est évidemment l'avortement. Oui. Parce qu'il y a 2 ans, la décision Roe v. Wade qui avait légalisé cette procédure sur l'ensemble du territoire américain a été invalidé, et du coup aujourd'hui l'avortement est géré d'État par État, et vous avez des États plus conservateurs que d'autres qui mettent des restrictions. Oui, donc troisième sujet qui sort, et puis un débat qui a montré la faiblesse de Joe Biden face à un Donald Trump sur le retour, prêt à tout pour prendre sa revanche. Voilà. C'est le grand enseignement, faiblesse intellectuelle et physique du président, qui aura beaucoup de mal à justifier d'être candidat jusqu'au bout. Et de tenir 4 ans de plus. Merci beaucoup Gérald Olivier d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec André Berkoff et Céline Alonso qui vont recevoir Pierre-Louis Lancel, auteur du livre Éloge des moches, une dizaine de portraits d'anthologie d'individus d'exception qui ont su faire de leur atout, de leur laideur, un atout. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.